En fait, c'est vu comme un pèlerinage, comme un chemin unique. C'est des étapes par jour. Bien sûr, on pourrait en faire d'autres. Il se passerait sûrement plein de choses. Mais l'idée du sentier, c'est que c'est le sentier. C'est un chemin. Et c'est peut-être, plus il est emprunté, plus les gens y vivent des choses, plus il grandit, il s'enrichit. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Marcher, marcher, pour tout oublier, peut-être pour trouver l'essentiel, se trouver, se rencontrer. Vous aussi, vous avez déjà rêvé de faire un pèlerinage ou de partir à l'aventure à pied avec votre sac sur le dos? C'est ce que fait mon invité très régulièrement, même plusieurs fois par an depuis 10 ans. Je suis ravie de vous présenter Patrick, qui est non seulement le créateur du Sentier des Hauts-Lieux, mais aussi guide passeur sur cette marche de plusieurs jours en Alsace. Et c'est quoi un guide passeur? Pour lui en tout cas, ce n'est ni un métier, ni une vocation, c'est juste quelque chose qui est arrivé. Dans quelles circonstances? C'est ce que nous découvrirons au fil de l'interview. C'est une amie qui m'avait parlé de Patrick. Elle avait participé à une journée cueillette et cuisine qu'il organisait, et elle s'intéressait à un autre type d'expérience qu'il proposait, un sentier intérieur. Un format que j'ai eu la joie de tester et que je recommande vivement, mais nous en parlerons dans le second épisode. Aujourd'hui, nous abordons en profondeur son cheminement spirituel avant de découvrir comment il en est venu à créer le Sentier des Hauts-Lieux. Mais nous parlerons aussi kung-fu, légendes païennes ou encore tarot de Marseille, entre autres, car je dirais que Patrick est un touche-à-tout, autodidacte et multipotentiel, et donc il y a beaucoup de choses à raconter. Coucou Patrick. Hello. Merci beaucoup d'être là pour cette interview. Merci à toi de m'avoir invité. Alors donc je viens de te lire cette introduction. Donc pour qu'on apprenne peut-être un petit peu à te connaître justement avant de parler de tout ça, moi j'aime bien revenir au moment de l'enfance. Je trouve que ça en dit beaucoup sur les gens. Voilà, est-ce que tu veux nous décrire en tout cas très très brièvement comment était le petit Patrick et ce que t'aimais faire quand t'étais petit? Alors le petit Patrick est né et a vécu jusqu'à 7-8 ans en Pologne, dans les montagnes du sud de la Pologne, à Zakopane. Et du coup, je suis arrivé un peu après la chute du mur. Je suis arrivé avec ma mère et son compagnon de l'époque, parce qu'elle était déjà divorcée de mon père, à Colmar. Voilà, hasard fortuit, quelqu'un qu'elle connaissait depuis des années, qui habitait à Colmar et qui a pu nous accueillir au début ici en France en fait, alors que on connaissait ni la langue ni la culture, rien. On était des purs Polonais de la montagne et on arrivait ici quoi. Donc du coup c'est il y a ça quoi, il y a ce moment-là qui divise un petit peu en fait l'enfance quoi. Comment moi j'étais, globalement, je suis toujours quelqu'un un peu plutôt posé, pas de grosses conneries, plutôt calme et curieux. J'aime toujours cette question de curiosité, un peu de la création dans des domaines différents, que ce soit griffonner. Je vais pas dire dessiner à ce moment-là, c'était plus des griffonnages, que ce soit même à un moment donné, quand sont arrivés les premiers logiciels de création de musique sur ordinateur,
l'équivalent, enfin pour grand public bien sûr, l'équivalent était sorti sur la PlayStation. Et j'ai eu Musique 2000 sur PlayStation et du coup ça m'a permis aussi de faire la création musicale. Ah oui, d'accord. Qui après m'a entièrement ouvert sur le monde du son aussi et de la musique. Et donc c'est toujours présent, mais plutôt de manière personnelle, pas jamais fait de musique. Mais par contre le son, oui, le traitement du son est arrivé à plusieurs moments de ma vie par la suite et c'est marrant de se dire que c'est sur sur un petit logiciel que ça m'a donné envie d'eux et ça m'avait aussi donné envie. C'est marrant, j'ai un micro là devant moi et à ce moment-là, ado, je me voyais bosser à la radio, être ingé son ou participer à la création musicale justement sur les machines et tout. Donc ça c'est un truc qui me parlait aussi. Et puis le fait de créer par le dessin, tout ça me parlait. Pour rester dans l'enfance, quel était ton lien enfant aux religions ou à la spiritualité? Dans quel cadre tu as grandi à ce niveau-là? Du coup, je répète, je suis polonais, donc en Pologne, la religion chrétienne est extrêmement importante. Je crois que de mémoire, j'ai toujours entendu que c'était le pays le plus pratiquant en Europe. Plus qu'en Italie, alors qu'on se dit que c'est les Italiens qui sont les plus croyants et fervents pratiquants, ou l'Espagne aussi, plutôt pays latins du Sud, mais la Pologne, non, plus encore. D'accord. Donc c'est présent partout, la religion chrétienne, dans les traditions, bien plus qu'ici. Dans ma chambre, quand j'étais petit en Pologne, en face de moi, j'avais le portrait de Jean-Paul II, le pape. Ah oui, d'accord. Voilà. En sachant que, en fait, c'est justement Jean-Paul II est quelqu'un un peu du coin de chez moi, quoi. Ma mère m'a raconté que sa grande communion, c'est le final de la communion, c'est effectivement à l'époque le prêtre, je sais pas quel statut il avait dans l'église à ce moment-là, il était pas pape encore, mais c'est de lui qu'elle a reçu dis donc. Ce qu'on fait à la grande communion. Je l'ai pas faite, donc je ne sais pas. Donc c'est présent, mais pour autant ma mère n'a jamais été une fervente pratiquante, une bonne croyante, oui. Avec aussi elle a fait le ménage aussi un peu là-dedans, au fur et à mesure de sa vie aussi, qui n'a pas été simple du tout. Donc elle voyait aussi les limites de l'humain, du prêtre homme, qui est là pour faire perdurer cette tradition patriarcale et tout ça. Donc s'en est aperçu aussi. Donc elle a fait son ménage là-dedans. Donc du coup, naturellement, je suivais un petit peu tout ça, comme un peu tout le monde, le catéchisme un peu, sauf que au bout, je crois, de 2 mois de catéchisme, je dis à ma mère, ce serait juste pas possible, sinon je vais brûler le bouquin, quoi. Ah oui. J'étais tellement pas en accord de logique, de réflexion avec tout ce qui était dicté à ses cours et tout ça, et du coup, suite à ça, il y a eu une sorte de rejet total du dogme, en fait, qu'il y a derrière. Et globalement, c'est quelque chose qui me suit jusqu'à maintenant, c'est que dès qu'il y a un dogme, je y vois un problème. Déjà à cette époque-là, je sais pas quel âge je devais avoir, quoi, mais donc il y a eu ce rejet total, mais alors pour le coup total, de tout ce qui était en lien avec la chrétienté, que ce soit les églises et compagnie. Donc par rapport à maintenant où je peux faire des arrêts de marche pour visiter une chapelle pour ceux qui souhaitent, toujours encore, parce qu'il y a aucun dogme. Mais c'est marrant, que moi du coup j'étais presque en horreur à devoir rentrer dans une église à un moment donné. Donc il y a eu rien en fait. Il y a rien eu au niveau spirituel. Donc mystique, tu ne croyais pas en Dieu. Non. D'accord. Non. Je crois toujours pas en Dieu avec le mot que beaucoup de gens qui l'entendent. Enfin voilà, c'est toujours Dieu est différent à l'oreille de chacun, et du coup juste dire que je crois en Dieu ou que je crois pas en Dieu,
Déjà ça c'est compliqué en soi, tu vois. D'accord. Mais dans l'idée non, pas de la structure d'une sorte de super humain barbu blanc qui est au-dessus de nous, qui voit tout et qui nous donne des coups quand on fait pas bien parce qu'il y a des gens qui font pas bien, ils reçoivent pas des coups, ils reçoivent des trucs cool. Donc déjà là ça invalide là, tu vois. Donc non, jamais de croyance jusqu'à un moment donné de ma vie où d'un coup il y avait un espace qui s'est ouvert, un espace de curiosité, un espace aussi en lien avec une sorte de manque de sens. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est entré dans ma vie et qui était différent de tout le reste, qui était une vie assez basique en soi, quoi. J'étais infographiste, un peu geek, à m'intéresser à plein de choses, et ça me suffisait. Et à un moment donné, le boulot d'infographiste, le monde dans lequel du coup je passais pas mal de temps de ma vie au final, ça manquait de sens. Et à côté, le kung-fu justement a mené quelque chose d'un peu différent au niveau énergétique, au niveau de la respiration, parce que voilà, c'est un art martial, c'est un art de base. Donc certes l'idée peut être après détournée pour en faire des combats et que ça fait partie de la chose, mais à la base ce qui m'a plu justement dans cet art martial, le kung-fu, c'est que ça permettait et ça dévoilait quelque chose auquel j'avais pas accès jusque-là, quoi. Vraiment des ressentis en Qigong, en Tai Chi par exemple, parce que ça fait partie du Kung Fu, quoi. Ah oui, d'accord, je savais pas. Ouais, le Kung Fu c'est une entièreté en fait, et dedans tu vas avoir l'aspect plus médicinal du Tai Chi, du Qigong pardon, et l'aspect Tai Chi qui en soi peut être martial aussi, mais du coup c'est l'art du mouvement, quoi. Et donc voilà, il y avait quelque chose, ça faisait un lien entre quelque chose de plus subtil. T'avais commencé à ressentir dans ton corps quelque chose au niveau énergétique, c'est ça? À ce moment-là, c'était très léger au niveau de l'énergie. Par rapport à ce que j'ai pu expérimenter par la suite, c'était les prémices. C'était les prémices d'une chauffe, c'était les prémices quand on faisait, on appelait ça l'arbre. Donc ça, on met les bras un peu comme si on faisait un hug à un arbre justement, mais on laisse les mains comme ça devant nous. Du coup, ça c'est en Tai Chi, en Qigong. Et du coup, là, ouais, il peut arriver de ressentir une densité. Donc voilà, ça c'était vraiment un peu les prémices, mais qui sont situées là pour le kung-fu dans tout ce qui va être l'énergétique de la médecine chinoise qui circule en nous, et que ces ressentis sont ces ressentis justement du chi en nous. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier contact. Ouais. Qui a donc éveillé ta curiosité. Il y a des choses différentes. À ce moment-là, c'était pas de la magie, c'était pas de l'ésotérisme, c'était pas de la spiritualité même. C'était cette sorte d'énergétique du corps en fait, et qu'on pouvait vraiment placer dans notre corps et qu'on ressentait dans des parties du corps données, et des fois même là où on était censé les ressentir. Il y avait l'intention qui joue aussi là-dedans, et je trouvais ça intéressant aussi, cette possibilité de un peu modeler, mais aussi de s'améliorer en fait là-dedans, hein, comme pour tout art, l'art martial aussi. L'idée c'est de refaire 1000 fois les trucs pour que voilà à la fin ça devienne quelque chose de naturel et tu accèdes à quelque chose de différent au fur et à mesure en fait. Que ce soit des ressentis plus marqués, plus forts, que ce soit même d'autres ressentis auxquels t'aurais pas pu accéder parce que t'avais pas l'équilibre dans ton corps, tout simplement déjà physiquement avant pour pouvoir. Voilà, c'est comme dans le yoga, hein, une posture nickel, bien faite en tout point pour ce que t'es toi, d'ailleurs, dans ton équilibre. C'est là où justement ça fait son effet sur l'énergétique, si on peut parler de ça, du moins dans la circulation de tout ce qui circule dans ton corps en fait. Et une position de yoga que tu penses bien faire et au final que tu fais pas très bien, elle va peut-être faire l'inverse, elle va te faire du mal. Donc forcément, plus t'avances, dans le kung-fu c'est pareil, plus t'avances, plus tes positions sont bonnes. Et donc toi tu le ressentais en fait, tu ressentais l'énergie. Tu ressens l'alignement, tu ressens cet alignement, cet équilibre dans ton corps, et donc l'énergie qui permet de ressentir des choses de mieux en mieux, de plus en plus.
Et puis c'est ça qui est magique avec et c'est ça qui m'a tout de suite plu aussi là-dedans, c'est que c'est complètement en lien avec le corps. C'est pas détaché du corps. J'ai par la suite me suis essayé avec plus ou moins de succès, souvent moins que plus, à la méditation, qui fait partie aussi du kung-fu qu'on faisait aussi souvent à la fin d'une séance. Alors c'était une méditation de retour à soi pour calmer le métabolisme, calmer le souffle, le cœur, et puis malgré tout ressentir quelque chose, un espace en soi. Mais bon, c'était 5-10 minutes à la fin d'un cours. Et puis pareil, ça a éveillé une curiosité, et au fur et à mesure, en étant en contact par le biais d'internet, bien sûr, là où on trouve toutes les réponses. J'ai découvert... Les réponses à quelles questions, alors? Justement, des questions des fois que t'as pas. Et souvent, c'est comme ça que ça arrive pour moi. C'est que t'as pas la question, mais tu trouves une réponse et tu dis, ah, ok, ça me lance sur un truc, tu vois. Donc voilà, après l'expérimentation de la méditation vraiment statique, mais au final, je me suis rendu compte que c'est pas forcément pour moi, quoi. Justement, ce côté statique, des fois c'est très intéressant, et toujours encore maintenant il y a plein de moments où vraiment de mise en calme intérieur que je peux mettre en place dans ma vie, qui sont nécessaires à plein de moments, mais globalement je me sens plus je me sens mieux et plus connecté au subtil et tout ça dans un flux de vie, en fait. Plus que dans un moment où je vais être un peu à rien faire, assis, et à essayer de ne rien faire et d'être assis, et que ça commence à faire mal, donc du coup, enfin voilà. Alors que justement, des fois juste en allant se balader, pour moi ça marche beaucoup mieux, quoi. J'arrive mieux à connecter ou déconnecter ou plonger plus profondément, moi, dans les pensées ou dans les ressentis, souvent plutôt en faisant quelque chose, en fait. Des fois la vaisselle. C'est pas forcément que marcher ou une pratique super noble. Des fois, en faisant la vaisselle, il se passe plein de choses que j'arrive pas à activer en faisant une méditation statique, quoi, en lotus. Et quand tu dis quelque chose à activer, tu parles de quoi exactement? Est-ce que tu parles de quelque chose plutôt d'énergétique, ou de quoi tu parles exactement? Non, justement pas. D'accord. Ça dépend, en fait. Ça dépend de l'intention, du moment, de la recherche, du besoin. Ça peut être, comme j'ai dit, des pensées, juste des réflexions, totalement mentalisées, mais avec l'envie que ce soit bien fait. Donc une belle réflexion, que ce soit des choses plutôt en lien avec un sentiment d'amour en soi, en fait, de quelque chose qui fait du bien naturellement. Alors, il y a des petits ressentis énergétiques qui peuvent aller avec ça, mais c'est encore autre chose pour moi. C'est encore un espace différent. Et puis oui, en énergétique, ou juste en détente du corps, en connexion au corps. Connexion aux muscles, connexion à ce que le corps me raconte. Ok. D'accord. Et sinon, des fois, je fais la vaisselle juste en faisant la vaisselle aussi. Ça marche aussi. Ça marche très bien aussi, ça évite de faire des conneries des fois aussi. Et du coup, comment tu décrirais aujourd'hui ta spiritualité? Elle est en constante évolution, en fait. Et dans ma vie, c'est que j'aime pas trop figer les choses, une sorte de dogme justement qui va te limiter. Du coup, il s'est fait vraiment crescendo petit à petit, en accumulation de plein de choses, et puis des fois en regardant juste un peu en arrière, en voyant que ça finalement ça fait partie en fait du cheminement qui est en lien avec ce qui est maintenant de l'ordre de la spiritualité, sauf que avant c'était peut-être pas vu en tant que tel, mais il y avait déjà une sorte de cheminement avec quelque chose de plus subtil qui menait à ça. Maintenant, je le vis plus comme un domaine à part, la spiritualité. Il peut m'arriver prendre un moment pour tirer un oracle, pour quand je suis dans la nature où il y a un rocher qui m'appelle, je vais prendre un moment comme ça, en fait. Mais globalement, c'est quelque chose que j'expérimente plutôt dans le flux de la vie, en fait. Donc la spiritualité, elle a eu pendant quelques années, c'était vraiment de l'apprentissage, en fait. Donc ça a pris une part théorique,
importantes. Donc tu veux dire des lectures, c'est Des ça? lectures, des interviews, des rencontres. Et là, ouais, on est plus sur quelque chose de plus intuitif en fait. Que bah ouais, il y a eu des connaissances en plongeant un peu dans le soufisme. Il y a eu avant ça même, comme dit, le kung-fu qui m'a amené à la médecine chinoise, mais aussi du coup le un peu les philosophies chinoises, mais aussi le bouddhisme du coup, et puis l'intérêt pour l'Inde aussi à un moment donné, qui a emmené encore autre chose, et etc. Et puis au final, oui, je suis juste un gros melting pot New Age aussi, moi aussi. C'est juste que je ne vais pas trop loin là-dessus. C'est-à-dire que je garde ça dans le système racinaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le New Age pour toi? C'est une construction de pensée qui peut être dogmatique souvent aussi, qui est une sorte de patchwork, melting pot, mais unifiant, qui vraiment essaye d'unir les choses. Et c'est là où moi ça me parle. Là où ça me parle pas, c'est quand ça devient un dogme et qu'on commence à mettre plein de nouvelles constructions. Mais comme dit, le système racinaire de la chose m'intéresse parce que c'est l'unité au final. Et en faisant un petit peu la paix aussi avec justement ce qu'on disait au début avec la religion chrétienne, mais encore une fois la paix avec une partie de cette religion. Les premiers messages, les premiers vécus, l'importance du corps, de l'union du corps-esprit, du mental, de l'exercice physique, du jeûne dans certains cas, de la marche de 40 jours dans le désert. Pour être un héros, faut marcher 40 jours dans le désert apparemment, tu vois. Ça fait partie de toute légende. Toutes ces choses-là sont de cet ordre-là du divin en soi et du fait que on peut s'unir là-dessus en fait. Avant d'aborder vraiment le sentier, une dernière question par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà vécu vraiment, vraiment vécu une expérience d'unité? Oui, et sous diverses formes. Alors, unité, comme je suis un peu terrestre. L'unité, du coup, je vais déjà le prendre en premier lieu, le lien, une sorte d'harmonie avec ce qui m'entoure. Donc, j'ai pu ressentir à des endroits géographiques, dans des lieux particuliers, à des moments donnés, avec une lumière, avec un vent dans l'arbre, ou voilà. Donc déjà, juste une sorte de symbiose, je dirais plutôt. Avec l'ordre de la nature, même si l'humain fait partie de la nature. Là, pour le coup, je limite ça plutôt à... il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des petits oiseaux et tout, mais on va dire sans l'humain. Voilà, la nature sans l'humain, ça, ouais. Avec l'humain aussi, en fait, justement grâce au sentier. J'ai toujours été solitaire et plutôt bien, seul, à pas trop suivre les groupes. Et depuis, les sentiers... des moments de sentier, des fins de sentier, des soirées autour du feu où il y a ça, qui s'éveille avec des larmes des fois, quoi. Et puis d'unité d'un ordre plus peut-être spirituel, mystique, interne, aussi. Plus fugace. Plus rare, beaucoup plus rare. Alors, tu as fait un DUT en dessin technique, puis après quelques moments d'errance, on va dire, tu es devenu infographiste. C'est ça, mais l'errance m'a amené à ça, donc il fallait cette errance. Et donc, comment tu en es venu à faire ton premier sentier ? Alors du coup infographiste je l'étais, mais j'étais surtout indépendant, travaillant de chez moi à mon rythme, et ça joue beaucoup en fait. C'est que j'avais du temps pour moi,
Et curieux de nature, j'avais plein de temps pour découvrir plein de choses. Et il se fait que justement j'ai trouvé une réponse à une question que j'avais pas sur internet. Et de temps en temps, pendant un moment, j'ai essayé de me remémorer comment je suis tombé sur tout ça, mais voilà, je ne sais pas. C'est arrivé, c'est une réponse qui est arrivée sans que je la questionne, et ça m'a amené sur notamment un forum qui regroupait de l'expérience, de la théorie sur la mystique, les spiritualités, le tarot, mais qui avait quand même une bonne base sur un peu tout ce qui a émergé avec par rapport aux plantes maîtresses, en fait, voilà, les psychotropes, les grandes plantes qui ont accompagné l'humain pendant toujours, en fait, depuis toujours. Depuis peu de temps, en fait, hein, on en est coupé, mais au final, on se rend compte que depuis toujours, l'homme a été accompagné de plantes en tout genre, pour manger, pour se soigner, et pour se soigner de plein de manières aussi. Et du coup, arrivé un peu dans ce monde-là, certaines personnes écrivaient bien, ou avaient une présence en fait sur les forums, n'étaient pas là juste pour faire un trip report comme on dit, juste un retour d'expérience, mais qui était philosophe en fait, et qui profitait de cet endroit d'ouverture de la parole, d'ouverture d'esprit. Et donc là j'ai du temps et j'ai une sorte de monde qui s'ouvre à moi, qui était inexistant, ou du moins catégorisé d'une certaine manière, mais en grande partie inexistant de toute façon. Le tarot, pareil, j'y suis arrivé grâce aux découvertes sur ce forum. Je ne tirais pas d'oracle de tarot avant ça. Le tarot, pour moi, on jouait avec le tarot, tu vois. Et même, je ne jouais même pas au tarot, pour te dire, donc. Et en fait, ça m'a ouvert sur plein de choses, et parmi ces personnes, les philosophes, les mystiques, on va dire, parmi eux, il y avait un certain Bertrand, qui pendant cette période sur ce forum, a mis en place une marche chez lui, qu'il a appelé le sentier de Daath. De Daath. D-A-A-T-H. Donc ça vient de la Kabbale. C'est une des séphiras, donc sur l'arbre des séphiras, en fait, il y a des points clés, des points de croisement, des passages possibles, et il y a une des séphiras, c'est Daath. Donc c'est une séphira cachée. Voilà, et du coup il lance une journée qui d'abord était sur 6 jours de marche. Il a lancé ça comme ça, avec des potes, et au fur et à mesure les potes y revenaient en Normandie, en direction du Mont-Saint-Michel. Et du coup, assez rapidement, je crois qu'il est passé à 4 jours avec un départ de Champs Secret, ça s'écrit, c'est beau. Jusqu'au Mont-Saint-Michel, justement, 4 jours, et du coup, au fur et à mesure, c'est des gens, de ce forum qui sont aussi venus marcher. Et le bouche à oreille a fait que, cette marche, il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à s'y intéresser. Et en parallèle, Bertrand, du coup, a écrit un bouquin, un roman, qui mettait en aventure un peu légendaire, mais ancré quand même dans le moment présent, c'est pas un roman d'époque sur les pèlerins, voilà, c'est vraiment quelque chose entre le bouquin d'anticipation et quelque chose plus de l'ordre presque d'un manuel de marcher, et de marcher notamment sur cette marche, mais même de marcher globalement, avec des phases de pensée philosophique, de développement philosophique dedans, donc presque comme dans un essai. Et grave intéressé par ça, j'ai suivi un petit peu justement toute cette sortie du bouquin, et le truc c'est que j'ai jamais trouvé le moment à ce moment-là, parce que j'avais pas mal de boulot en tant qu'infographiste, et il y avait toujours autre chose. Donc j'ai jamais trouvé je crois que c'est pendant les 3 ou 4 premières années du sentier en Normandie, du coup, où je le suivais de loin, et puis j'avais lu le bouquin,
J'avais aidé aussi à la promotion un petit peu en parlant autour de moi et tout ça. Je commençais un petit peu sur Facebook justement aussi, tout doucement. Ouais. Mais j'y suis jamais allé. Et à un moment donné, changement de vie, je pars de Strasbourg, besoin d'aller proche de la nature. Et à un moment, la possibilité, sur un été, de juste d'avoir le temps, parce que j'avais un peu lâché l'infographie. Puis pile à ce moment-là, Bertrand qui lance, avec un ami à l'époque, une idée d'une marche, un one-shot, sur 22 jours en suivant les arcanes du tarot, entre Notre-Dame de Paris et le Mont-Saint-Michel. Inscription libre, même toute l'aventure était entièrement libre. Ça veut dire que on pouvait y venir, en repartir, arriver en cours de route, ne pas aller jusqu'au bout. Le matin, on choisissait, on allait s'arrêter le soir. Ah oui, d'accord. Par rapport à la carte, au chemin, est-ce qu'on prenait le Gers ou est-ce qu'on prenait les chemins de Saint-Michel ? Ouais, est-ce que là où on arrive, vu qu'on est un groupe à ce moment-là de 10, de 15, faut trouver un peu de place, donc faut une forêt, il y a que des champs, donc c'est-à-dire faut pousser un peu plus loin que ce qu'on pensait. C'est-à-dire parce que c'était en bivouac, c'est ça ? Ouais. D'accord. Ouais, c'était entièrement, il y avait très peu d'organisation parce que c'était le but. Le but c'est qu'il y avait une possibilité d'un chemin qui a été ouvert par une association, je crois que c'est les Amis des Chemins du Mont-Saint-Michel, quelque chose comme ça, qui avait ouvert il y a une bonne vingtaine d'années le chemin ancestral, du moins pendant le Moyen-Âge, très 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 parcouru, plus que celui de Saint-Jacques a priori, et qui est du coup sur le parallèle qu'on a en France et qui du coup passe par l'Île-de-France et après qui va au Mont-Saint-Michel. Et donc du coup voilà cette marche libre comme ça, ouverte. Non, toi t'as commencé dès le premier jour alors, c'est ça ? En fait c'est l'idée, c'est-à-dire que moi je marchais pas vraiment avant, je faisais un petit peu des randos à l'après-midi, je cherchais des champignons. Voilà. Et du coup à ce moment-là, j'étais avec mon compagne et pareil, elle a un moment creux comme ça où elle avait aussi la possibilité d'expérimenter ça. Et du coup, oui, on est arrivé le jour du rendez-vous, je crois que c'était le 21 juin de mémoire, au point zéro de la France, au parvis de la KT. T'avais quel âge à ce moment-là ? 28, 29, quelque chose comme ça, je pense. Ok. Et alors, l'expérience, est-ce que tu peux nous la décrire rapidement ? Qu'est-ce que ça a éveillé chez toi ? Waouh, c'est beaucoup de choses en fait. C'est énormément de choses. Déjà, ça m'a reconnecté avec ce plaisir de la connexion au corps que j'ai, jusque-là que j'avais dans le kung-fu, parce que le kung-fu j'ai pratiqué pendant 10 ou 12 ans. Et quand j'ai commencé à marcher, au final, j'avais une sorte de désintérêt pour le kung-fu. Et il y avait une sorte de manque de sens aussi qui s'est fait. Et là, du coup, la marche qui pas juste une petite rando sur quelques heures, mais vraiment le fait d'y aller en sachant pas où est-ce qu'on va trouver de l'eau, où est-ce qu'on va trouver à manger et où est-ce qu'on va dormir le soir. Et du coup, ça m'a vraiment plu en fait cette expérience parce que je trouvais qu'elle reconnectait à plein de choses à la fois et qu'elle ouvrait aussi encore une fois des espaces en moi qui étaient impossible, c'était impossible à mettre en pratique dans le quotidien. Fallait vraiment sortir du quotidien et tout lâcher, tout confort. Mais c'est là que je découvre que je suis apte en fait aussi à tout lâcher quoi. Mais tout quoi. Et du coup ça m'a plu en fait cette expérience et surtout tout ce que ça a ouvert quoi au niveau relation à l'autre. Enfin on parle d'une sorte de technologie du sentier, de médecine du sentier. Là c'était un sentier plus sur 22 jours, t'imagines que voilà, déjà 7 jours de marche, c'est déjà pas mal. C'est un beau condensé de vie où on peut y vivre déjà des trucs de ouf. Et pendant cette marche-là, cette idée de, ce sentier de 4 jours existe, ça match grave avec Bertrand,
ça matche avec l'esprit qu'il a mis dans les sentiers, qu'il a mis dans cette marche aussi, qui s'appelait Évolution en marche, ces fameux 22 jours. Et l'idée, c'est que, waouh, j'ai pas l'impression qu'un truc comme ça existe chez nous. On est à l'autre bout de la France, et on a un terrain de jeu parfait pour ça, quoi. On a chez nous les chemins balisés par le Club Vosgien. On a des coins nature de ouf, on a du plat aussi, mine de rien, c'est pas que montagnard. Et puis on a les légendes, on a les lieux. C'est un grand territoire celte ici en Alsace, romain aussi, bien sûr tous les cultes germaniques qui étaient aussi en présence ici. Et tu l'as fait très rapidement? Ouais, c'était assez rapidement de mettre ça en place. Je voulais le tester déjà le chemin fait sur les 7 jours du coup, parce que au vu des points qui me semblaient logiques de relier, sur 4 jours c'était pas possible, il fallait une semaine. Et en même temps je pouvais pas me dire on enlève un de ces 3 hauts lieux de montagne, voilà tu vois. Et parce qu'en fait, c'est quoi ces lieux particuliers et pourquoi ces lieux et pourquoi c'était important pour toi qu'il y ait tous ces lieux? C'est vrai que ça m'interroge aussi. Ouais, l'idée c'est que le sentier en Normandie, il est posé sur ce chemin ancien, ancestral de pèlerinage du Mont Saint-Michel. Donc il y a un vrai vécu, une sorte de mémoire. On peut parler de mémoire du lieu, mémoire du chemin, ou peut-être juste une construction humaine autour de ça qui certes s'est effritée, a disparu avec le temps, mais mine de rien, il y a toujours quelque chose. Et ça a son importance en fait, pour moi en tout cas, que ce soit pas juste Bien sûr, l'acte de marcher n'importe où, même en ville, est important. Mais c'est des surcouches il y a des surcouches que tu peux rajouter pour rendre ça encore plus effectif, en fait. Donc ce ne sont pas, en tout cas, des lieux énergétiques particuliers, ou est-ce qu'il y a de ça? Si, en fait. Et c'est le cas du Mont Saint-Michel, c'est le cas de toute cathédrale, c'est le cas de énormément d'églises, du moins d'églises anciennes, qui sont encore traditionnellement, enfin du moins elles sont placées là où elles étaient placées depuis des fois 11e, 12e siècle, quoi. C'est que ces lieux ont pas été choisis pour rien. Qu'on y mette après ce qu'on veut derrière, que ce soit de l'énergétique, que ce soit du feng shui, qui en soi est aussi une sorte d'énergétique, que ce soit peu importe. Moi en tout cas j'ai fait ce choix de me dire qu'on a ce qu'on appelle des hauts lieux, et justement c'est des hauts lieux culturels. On y va toujours, on les a pas oubliés, on y va, on y prend plaisir. Si tu prends le Tenchel, il y a le rocher de la paix d'Udine, où tu vois, il y a apparemment des habitants, je ne sais combienième siècle, qui sont allés graver sur ce rocher la confirmation d'un traité de paix, de la guerre entre quelque part en Italie, en Suisse, enfin. Donc culturellement, c'est des lieux où il y a une importance pour les habitants. Proches ou même plus éloignés, parce quand on est sur un haut lieu comme le Mont Saint-Odile, comme le Donon, on y va de loin. Il y a des petits sommets locaux où c'est plutôt les gens autour qui faisaient des pèlerinages, parce qu'il y avait des fois une chapelle là-bas, des fois une croix, mais des fois avant la croix, ou même la croix était taillée dans une pierre levée avant. La chapelle, avant, il y avait peut-être un petit sanctuaire, et avant le sanctuaire, il y avait peut-être déjà une pierre érigée, ou un dolmen, ou autre chose. C'est souvent le cas. Donc, culturel, du coup, parce que, ça reste des lieux qui ont une importance spirituelle, ouais, depuis toujours. Et donc, ça me paraissait évident que, moi je suis dans le centre Alsace, et on a vraiment ce triangle Tenchel, Donon, Mont-Saint-Odile, où tu vas retrouver des chapelles, des lieux de culte, des rochers des Celtes, ce genre de choses. Donc ça fourmille. Le fait d'avoir des surcouches supplémentaires complexifie
l'aventure, la rendre plus riche et surtout laisse un potentiel actif en quelque chose parce que moi je me dis, enfin voilà, s'il y a des choses qui ont perduré depuis des milliers d'années et qu'on continue à faire et que mine de rien l'humain il s'y retrouve d'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituel, énergétique, juste de recueillement, juste de connexion à la nature, juste de moments de paix en soi, juste de kiff, de ces lieux-là, ils sont toujours privilégiés, il y a toujours un truc particulier, donc on va passer par là, quoi. Donc là, je sais pas, ça fait combien d'années que tu proposes ce sentier en Alsace? Combien d'années? Là, on est en 10e année. 10e année. Et donc, tu proposes toujours le même itinéraire par ces mêmes lieux, alors? C'est ça. Parce que, en fait, c'est vu comme un pèlerinage, comme un chemin unique. C'est des étapes par jour. Bien sûr, on pourrait en faire d'autres. Il se passerait sûrement plein de choses. Mais l'idée du sentier, c'est que c'est le sentier. C'est un chemin. Et c'est peut-être, moi ça c'est les croyances personnelles et les croyances un peu des gens qui ont de l'expérience du sentier, qui ont de la bouteille, que plus il est emprunté, plus les gens y vivent des choses, plus il gagne en quelque chose en fait, il grandit, il s'enrichit. Et se dire que ça fait des milliers d'années que les gens vont là-bas, et puis pour relier ces points-là, on pourrait pas forcément que prendre la montagne. Techniquement, physiquement, ça serait compliqué. Donc on a aussi choisi de revenir vers la plaine et de prendre les chemins de Saint-Jacques qui, du coup, font vraiment du nord au sud, mais nous on fait sud-nord, on fait l'inverse. On n'aime pas faire les choses comme les autres. Et du coup, aussi d'emprunter les chemins de Saint-Jacques, qui, au final, ça fait des centaines d'années que les gens prennent des fois ces mêmes petits sentiers. Qui arrivent aux mêmes étapes. Des fois c'est pas les mêmes, des fois ça a été reconstruit depuis, mais le lieu de pause est quand même le même. Moi, je prends l'exemple du monastère. Enfin du monastère, non, c'est un cloître cistercien, Notre-Dame de Baumgarten à Bernardvillers, qui a été entièrement reconstruit, mais qui il y a 1000 ans accueillait des marcheurs qui allaient à Saint-Jacques, qui allaient à Rome, et qui venaient de la Hollande, de la Belgique, du nord de l'Allemagne, comme toujours actuellement, j'en croise encore à Bar, là où j'habite du coup, et qui font des fois encore un arrêt dans ce cloître, et qui sont accueillis par les sœurs au Grand Cœur, parce que c'est dans la tradition là-bas, sur ce bout de territoire qui depuis plus de 1000 ans accueille des marcheurs. Et ça a son importance. Dans la légende, dans la mémoire des lieux, dans peu importe ce que tu mets dedans, mais pour nous ça a une importance. Ok. Est-ce que déjà quand tu avais commencé, il y avait plusieurs sentiers par an? Parce que là maintenant je crois qu'il y en a 4-5 par an que tu fais. Alors, dans la petite projection qu'on pouvait avoir, genre du coup avec ma compagne d'époque qui a participé à la création de chemin, en soi moi j'ai vraiment fait la partie théorique de la création, et dès lors où ça a été fait, on était à deux à le tester, à l'expérimenter, à le nourrir et à accompagner des personnes. Et en fait l'idée c'était de le faire plusieurs fois dans l'année quand même. Pareil dans cette idée de marquer quelque chose, de créer quelque chose qui aura une vie peut-être propre à un moment donné. Donc l'idée c'est faut le faire perdurer, il faut qu'il ait de la vie. Et vu qu'on est sur des lieux païens, anciennement païens, et que moi c'est un petit peu aussi quelque chose qui peu importe les mystiques auxquels je me suis intéressé localement, la mystique qui était la plus englobante, qui englobait ces lieux-là, qui englobait cette idée que les lieux peuvent avoir quelque chose. Alors bien sûr, quand tu retrouves une église sur un sommet, tu dis c'est l'église l'important, c'est la montagne qui est importante sur laquelle est les églises en priorité. Donc c'est les païens en fait. Donc si déjà on passe par des lieux païens, on va se dire que on va aussi se caler sur une rythmique qui est en accord avec ça. Là où en Normandie, ils sont assez rapidement calés sur plutôt les fêtes chrétiennes. D'accord.
Voilà, donc le sentier de l'Assomption, le sentier de Pâques et compagnie. Nous, du coup, c'est moins vivant ce côté-là, et le côté païen est quand même plus vivant. Tout le monde vient un peu avec ce qu'il a envie comme croyance, il y a aucun problème. Oui, mais d'accord. Mais du coup, on l'a calé sur les moments importants du calendrier païen, des changements de cycle en fait, des changements de saison, des moments particuliers dans la nature que les anciens ont su remarquer par l'observation, par sûrement aussi une dose d'inventivité, de fantaisie pour imager des choses, mais quand on observe la nature, on voit qu'il se passe des choses particulières à des moments particuliers. Et du coup, les sentiers ont été placés à ces moments-là. C'est des moments un peu plus denses, on va dire, où il se passe quelque chose de plus. Mais c'est vrai que quand sur le site, sur la page Facebook, j'avais vu Lita Beltane, ou je sais pas comment on le prononce, et je me demandais quel était le lien avec les sentiers, etc. Donc voilà, j'ai la réponse. En fait, vraiment, il y a plusieurs sentiers qui sont liés aux fêtes païennes. Alors. Ouais, celtique, païenne. Ouais, elles sont communes. Voilà, même les fêtes germaniques et nordiques sont plus ou moins situées sur les mêmes périodes, jusqu'à d'autres dieux, d'autres représentations, d'autres animaux des fois, et des fois les mêmes animaux qui vont être réutilisés. Donc, pour la même idée que on pourrait aller marcher partout, tout autant on pourrait marcher n'importe quand dans l'année, mais s'il existe ces moments particuliers, autant en profiter. Et du coup, caler ces marches à ce moment-là. Et du coup, ça commence par l'équinoxe de printemps. Donc on est sur fin mars. Ça peut être chaud des fois, on a de la neige des fois quand même encore, mais ça se passe bien. Ça s'est toujours bien passé. Et après, voilà, on avait 6 marches pendant toutes les premières années, jusqu'à il y a pas très longtemps, jusqu'au Covid au final. Et du coup, ça a un peu complexifié. On a eu des années vraiment creuses. Et à un moment donné, des gens au fur et à mesure des années qui nous disaient j'ai envie de le faire, mais me lancer sur 7 jours. Et on s'est tenté par principalement le fait qu'en fait on n'avait plus d'hébergement pour le jeudi soir et le vendredi soir. Ah, parce que c'est pas en bivouac alors. Ça dépend. Il y a un moment donné, on fait prendre une douche aux gens. Ah, donc il y a certains jours où c'est bivouac et d'autres jours où c'est en dur. D'accord. Comme dit, c'est route, ça peut être en extérieur, ça peut être en intérieur, mais c'est quand même généralement en dormant par terre, là, voilà. Il y a une fois un lit, d'aventure à Strasbourg, maintenant on a un lit. Waouh. Mais si on le reste du temps, c'est route, quoi. Donc, donc en perdant ces lieux, du coup on s'est dit, mince, on peut pas proposer en mars un long, mais on peut proposer un format quand même, et se tenter le format de 4 jours comme en Normandie. Et c'était l'année dernière, du coup en 2022, où en mars, pour la première fois, on a testé un format de 4 jours qui a bien pris, qu'on a réitéré en clôture pour les mêmes raisons. Et là, cette année, on teste un nouveau calendrier avec 4 dates longues. Donc avec toujours l'ouverture et la fermeture en date courte. En milieu de parcours, donc on a le prologue et l'épilogue. On a un intermède en milieu de parcours, en juillet aussi, de 4 jours. Et du coup, 4 dates longues en mai, juin, août et septembre. Et on a rajouté en plus, cette année, quelque chose qui est dans nos valises depuis longtemps, un sentier homme et un sentier femme, pour voir un peu comment c'est. Quand c'est comme ça, quand on est dans cette énergie, et voir est-ce que c'est aussi évident que ce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment les petits préjugés qu'on peut avoir, est-ce que c'est vraiment le cas, et voilà. Donc vu qu'il y a des cercles d'hommes, de paroles, cercle d'hommes, cercle de femmes, on se dit marche d'hommes, marche de femmes, ça peut avoir son intérêt. Donc là cette année on tente, donc ça nous fait 9 dates. D'accord. Cette année. Ok. Voilà. En sachant qu'en septembre, depuis les premières années, on fait la marche ici en Alsace. Et tout de suite, la semaine d'après, on fait la marche en Normandie. Généralement séparé par 3 jours, des fois 2 jours. Donc sur 2 semaines, du coup, ça te fait, t'enchaînes les deux, et dans le sens du cheminement, du pèlerinage, en fait, du Mont-Saint-Michel, à savoir, on est arrivé à retrouver, parce qu'on avait un groupe de travail avec l'association sur justement, l'assaut des amis des chemins du Mont-Saint-Michel ont réouvert de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel.
Sauf que il y a certains bouquins, certaines traces historiques où on retrouve qu'en fait le point de départ en France historique du pèlerinage initial traditionnel historique du Mont Saint-Michel, c'est le Mont Saint-Odile. Ah bon, d'accord. Oui. Ah. Et qu'en fait que le Mont Saint-Odile est un peu la polarité complémentaire du Mont Saint-Michel. Et c'est vrai que justement dans l'interview de Sarah, elle nous parlait déjà qu'au niveau énergétique, en tout cas, il y avait un lien entre le Mont Saint-Odile et le Mont Saint-Michel. Donc c'est vraiment intéressant que tu nous en parles maintenant. Et puis c'est illustré dans la chapelle des Anges, Saint-Odile. Et du coup, il y a une représentation sur un des murs de Saint-Michel à cheval, étrangement, parce que non, c'est Saint-Georges, je crois, qui est à cheval. Mais Saint-Georges n'est pas ailé. Et là, lui, il est ailé. Et puis c'est écrit de toute façon, c'est Saint-Michel. Donc t'as Saint-Michel qui part de la baie avec le mont Saint-Michel derrière lui, qui est à cheval avec une lance flamboyante. Et tu as le dragon qui part du Mont Saint-Odile, qui est dans la nuit alors que le Mont Saint-Michel est dans le jour. Au Mont Saint-Michel, la représentation, ça va plutôt montrer des mouettes, des oiseaux blancs, alors que le Mont Saint-Odile, ça va être la chouette, ça va être... enfin voilà, et le feu. Et là-bas, c'est l'eau, l'air, ici c'est la terre, le feu. Voilà. Ok. Donc aussi, au grand moment où on était, je crois, 8 ou 9 dans l'assaut qui s'est créé autour du sentier, on a bossé sur justement sur ce qu'on appelle le chemin des étoiles, qui est le chemin initial traditionnel du Mont Saint-Michel, et du coup qui part du Mont Saint-Odile. Et du coup, on a rouvert le chemin, on a les cartes, on a les étapes, on a tous les contacts dans les villes, et tout ça est déjà fait. C'est juste que, à un moment donné, on n'est pas arrivé à former un groupe. On était avec la Fédération Française de Randonnée, mais il y a eu pas mal de remue-ménage chez eux aussi par rapport au territoire qui changeait, aux grandes régions, à l'Europe, pas à l'Europe. Du coup, c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant de bosser avec la Fédé européenne et française pour vraiment rouvrir ce chemin entièrement d'ici. En sachant que il part d'Allemagne, il part de Pologne, parce que c'est une ligne droite en fait. Ah d'accord. On peut partir de Russie si on veut pour aller au Mont Saint-Michel, mais on va suivre le parallèle. Et puis on est allé plus loin, c'est-à-dire que c'est comme Saint-Jacques. Saint-Jacques ne finit pas à Saint-Jacques, il finit à Finistère. Et c'est marrant, on a un Finistère en France. Et en fait, quand on retrouve notamment un roman où on a retrouvé l'info, pèlerins du Mont Saint-Michel, ils allaient jusqu'au Finistère, mais ils allaient plus loin encore. Ils allaient jusqu'à Ouessant. La 3e île tout au bout. Et les 2 premiers, à l'époque apparemment, on pouvait passer aux heures de marée propices, les 2 premières îles à pied, et la 3e, il fallait un passeur en bateau. Avec toute l'imagerie qu'il y a derrière, quoi, tu vois. Et du coup, on l'a ouvert, on a fait le chemin jusqu'au bout, jusqu'à l'île de Ouessant, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment compris aussi cette polarité. On savait qu'il y avait une ligne de lait, c'est ce qu'on appelle ça. C'est un peu la ligne énergétique en fait qui est censée lier, d'après les géobiologues, le Mont Saint-Odile et le Mont Saint-Michel. C'est une ligne de lait, c'est une ligne majeure, de force majeure. Et on connaissait ça. On savait que ça existait, que les géobiologues expliquaient ça, qu'on y croit ou pas. J'espère que cet épisode vous a donné envie de partir marcher. Peut-être même sur le sentier des Hauts-Lieux d'ailleurs. La prochaine fois, nous parlerons du processus alchimique de la marche et de la médecine du sentier. Mais nous aborderons aussi quelques questions pratico-pratiques que vous vous posez peut-être. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant,
N'hésitez pas à danser avec le vent du changement.